GM tout le monde et bienvenue sur Mint & Drink, le podcast qui vous compile l'actualité NFT de la semaine et tout ça, le temps d'une bière. Nous sommes Paul et Devac, deux passionnés blockchain et amateurs de bière. Et comme à chaque début d'épisode, parlons volume et tendance du marché, mais avant cela, notre rituel hebdomadaire, quelles sont les bières de la semaine ? Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Mint & Drink. Je suis Paul et je suis avec Devac aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va, super, et toi ? Ouais, ça va trop bien. On va parler bière rapidement. On en boit une tous les deux. Toujours. Une petite paillette, moi. Une petite paillette bière normande. IPA, toujours. J'aime bien l'IPA, moi. Donc, et toi ? Bah moi, une Heineken très classique, donc rien de spécial ce soir. Ok. Ouais, des fois, c'est bien aussi On d'avoir change une pas les bonnes vieilles petite habitudes. bière classique. Oui. Donc du coup, côté NFT, comme d'habitude avec Devac, on va vous résumer la situation globale sur le marché des NFT, semaine après semaine. Qu'est-ce qu'on peut noter sur la semaine dernière ? Qu'est-ce qui se passe niveau volume ? Comment est le sentiment du marché globalement en ce moment ? Alors, on va commencer par les volumes sur OpenSea, si tu veux. Ouais. Donc, Ouais. en volume, donc pour l'instant, j'ai l'impression on est en train de faire notre all-time low. Les volumes baissent encore plus. Je vois là sur les 7 derniers jours, on a fait des journées à 10 millions de USD tradés. Ok. Enfin, la journée, hein. Alors qu'on n'avait jamais atteint 10 millions. Hein. Là, si je me souviens bien, donc c'était le 9/03, on était à 10 millions. 10 millions, pardon, le 4 et le 5, on était à peu près à 10 millions. On a remonté un petit peu là à 15 millions et là on stagne entre 10 et 15 millions. Donc vraiment, j'ai l'impression que cette semaine, on est vraiment sur un all-time low. Ouais, c'est pas la teuf. C'est pas la teuf. Et donc là, je parle dans USD toujours, hein. Parce Yes. que en volume de NFT vendus, Bah je l'ai, mais c'est en mensuel, donc du coup on est à 400 000, ok, un peu plus de 400 000 NFT qui ont été échangés ce mois-ci pour l'instant, sachant qu'en août c'était 1,4 million. Ouais. Donc voilà, on a déjà fait un tiers de ce qui s'est passé en août à peu près, non un peu moins quand même. Donc ouais, ça baisse aussi côté volume de transactions. Donc clairement, ce qu'on note, c'est que voilà, les volumes continuent à baisser et c'est un peu pour moi, tu vois, la philosophie du coteau qui tombe comme en bourse. En bourse, on dit souvent qu'il ne faut jamais garder ou acheter des couteaux qui tombent. C'est-à-dire quand une action fait moins 50%, beaucoup de gens se disent tiens, elle a été soldée en fait, elle est moitié moins chère qu'avant, donc c'est peut-être le moment d'acheter. Pas du tout, parce qu'une action qui a fait moins 50%, elle peut refaire moins 50%, ce qui fait moins 75 en tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à 90, voire pire. Donc voilà, sur les NFT, clairement, les volumes continuent à baisser. Il y a un désintérêt qui se sent. Et Devac et moi, qui regardons tous les jours ce qui se passe sur Twitter, on note vraiment que il y a moins de gens qui discutent de ces sujets-là au quotidien, mais que les gens qui discutent plus de ces sujets-là au quotidien étaient peut-être pas là pour les bonnes raisons. Et beaucoup de gens qui travaillent dans cet écosystème disent tant mieux, parce que ça laisse plus de place aux gens qui sont là pour construire des technologies intéressantes, pour produire des projets intéressants, plutôt que pour faire de l'argent stricto sensu. Ouais. Et aussi et surtout, les personnalités un peu influentes de ce milieu-là sont beaucoup plus accessibles, parce que comme il y a beaucoup moins de monde qui parle tout le temps sur Twitter, c'est relativement simple, si vous vous intéressez à ces sujets, d'avoir une petite conversation sur Twitter ou autre part, avec des personnalités qui ont vraiment construit depuis quelques années des choses intéressantes dans le milieu. Le truc intéressant aussi à voir, c'est que donc là en fait quand on regarde quand on traque les volumes, etc. Donc chaque semaine on le fait donc sur un chart qui traque uniquement OpenSea. C'est la première marketplace justement sur Ethereum, donc c'est un des protocoles qu'on traque. Là sur la semaine dernière, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est vraiment d'aller étendre nos charts sur le deuxième protocole dont on a parlé la semaine dernière, notamment grâce à Degods et Youths. Donc c'est sur le protocole Solana. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la plateforme Magic Eden, donc du coup c'est la marketplace Magic Eden, équivalent d'OpenSea, protocole Solana, donc c'est une autre blockchain équivalent ou concurrent d'Ethereum. Et donc du coup, en fait, quand tu regardes le volume par marketplace sur les 7 derniers jours, on se rend compte que Solana a
50%, non, on a à peu près 50% de moins qu'OpenSea. C'est énorme. Ouais, c'est-à-dire que ça représente la moitié des volumes que La OpenSea fait moitié en de ce moment. OpenSea a pu faire la semaine dernière. C'est dû à l'effet de Notamment mode des drivé gods. par... Ouais, voilà, c'est ça. Exact. Donc en fait, il y a deux grosses collections et on va faire la transition naturellement sur OpenSea et parce que du coup sur OpenSea, ce qui peut être aussi confusant, c'est que sur OpenSea, on peut acheter aussi des NFT sur le protocole Solana, mais de mémoire sur notre tracking, il prend uniquement les collections Ethereum. D'accord, c'est ça. Donc, du coup, on a une seule. En fait, on a juste une seule lecture sur sur l'écosystème NFT. On a juste une lecture. Donc Puis là, même, on s'est dit, on va essayer de faire le parallèle. On va essayer de prendre aussi d'autres protocoles qui commencent à vraiment prendre beaucoup En tout cas, il y a une énorme attention Ouais. et pas mal de traders commencent à switcher de Ethereum vers Solana. Il y a deux grosses collections qui ont cartonné cette semaine. Donc c'est Youths et ABC, Abracadabra. Et on va le couvrir juste après. C'est un vrai problème parce que du coup, c'est un peu comme quand on a des abonnements streaming Netflix et que tout d'un coup, il y a plein de séries qui sortent sur Prime, sur Disney, sur Apple, sur Canal et ainsi de suite. On se retrouve à être obligé de naviguer à travers différentes plateformes. Bah, c'est un peu la même chose côté NFT en ce moment. On a une deuxième plateforme qui commence à remporter beaucoup de volume. Et du coup, pour suivre ce qui se passe, on peut plus se contacter d'un seul dashboard. Il en faut 2. Mais demain, s'il en faut 4, 5, ça va commencer à être effectivement extrêmement complexe. On n'a pas trouvé d'outils pour l'instant avec des vagues qui nous permettent d'agréger plusieurs plateformes avec un seul graphe. On va trouver. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Maintenant, voilà ce qu'on peut dire à l'intérieur des collections maintenant qui ont été échangées récemment, c'est que Phénomène Youth très loin devant tout le monde, si je me trompe pas. Ouais. Donc sur les 7 derniers jours, Youths c'est la première collection. Yes. En volume, ils ont 305 000 sols échangés. Ça fait 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est juste énorme. Sachant que il y a eu, alors corrige-moi si je me trompe parce que j'ai pas très bien digué cette collection-là, mais il y a eu, donc c'est une collection de 15 000 unités, Ouais. 10 000 qui ont été airdroppées donc gratuitement, hein, c'est ça, aux holders des gods. Les 10 000 étaient réservés aux gens qui avaient un des gods. Et après, sur les 5 000, c'était splitté à travers différentes choses. Donc, des gens qui étaient dans une whitelist, etc. Ok. Donc, il y a le mint en primary sales, plus là, ils ont un 10 millions. C'est ça. Non, t'as dit combien 10 millions de... 10 millions de dollars en secondary, ouais. En échange, c'est énorme. En secondary. Ils prennent 5% de com. Ouais. Ah oui. Ouais. Ok. Ça fait 500 000 euros dollars, je me trompe. Sur la semaine. Non, je crois que c'est un peu 5% plus. 5% de 10 millions, ça fait 500 000, ouais. 500 000. Sur une semaine. Ouais. Mais après, c'est la semaine de lancement, donc c'est là où ça va être le plus actif. Et donc pour l'instant, les gens, ils ont pas. Bon, on va parler juste après de YouTube. Yes. Deuxième collection, bon, on le voit encore, hein, c'est les adresses. On Ethereum. en parle tout le temps. Ouais. Les adresses Ethereum qui sont aussi dans le top des collections tradées par les whales. Si je vois bien, donc je vois à peu près il y a 17 whales intégrés sur cette semaine sur cette collection-là. Donc toujours pareil, hein. Ouais. Ça reste des actifs qui sont long terme, hein, et ça prendra beaucoup de valeur. J'aimerais bien regarder justement parce que du coup, en fait, ENS, donc Ethereum Name Service, à l'intérieur, il y a plein de justement d'adresses. Et ce qui serait intéressant de voir, ça serait vraiment de voir quelles adresses sont vraiment le plus échangées au sein de la collection. Ah bah, je peux te le dire, c'est les adresses avec des chiffres, donc 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée, des adresses avec 3 chiffres, par exemple 123.eth, ça se trade dans les 50 Ethers en ce moment. Wow. Parce qu'il n'y en a que 1000 en fait. Enfin 999. D'accord. Des adresses à 4 chiffres, ça se trade autour de 2,5 Ethers en ce moment. Okay. Donc 1234.eth. Et 5 chiffres, je ne saurais pas te dire. Et après, ce qui se trade aussi, c'est les 2 caractères ou 3 caractères. Ou 4 caractères ou 5 caractères. Donc il y a un délire en ce moment avec, tu vois, des adresses, là si je regarde sur la plateforme, des adresses avec marqué hi-.eth. C'est pas aussi simple qu'un chiffre,
Mais là, c'est de mais la ça pure se traite spéculation, beaucoup en aussi. vrai, clairement. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre le narratif derrière. Tu peux dire que à peu près tous les NFT sont de la pure spéculation. Non, mais je veux dire, oui, dans ce sens-là, oui, mais parce que là, on parle de nom d'Ethereum. Enfin, je veux dire, je pensais, tu vois, dans le web 2.0, les personnes qui achetaient du google.com ou, tu vois, ils rachètent Yes. des noms de domaine de grosses entreprises pour espérer potentiellement voir ces entreprises-là, tu vois, racheter Mm, le domaine. Tu sais que potentiellement, c'est aussi de la spéculation. mm, Mais mm, tu sais que mm. voilà, t'as beaucoup plus de chances potentiellement d'avoir euh, une entreprise qui veuille te racheter ton domaine. Là, je sais pas les chiffres. Alors, soit il y a quelque chose que j'ai pas compris moi sur cette collection, soit ils spéculent. Peut-être que c'est une En fait, tendance. Hein. tu dois plus comparer les adresses ENS à des adresses mail qu'à des noms de domaine. Pourquoi? Parce qu'une adresse ENS, ça sert à toi individuellement avoir un nombre ou tu vois, quelque chose qui te représente. Et en tapant ce truc-là, quelqu'un peut t'envoyer des Ethereum ou savoir que c'est toi qui l'as envoyé via des transactions. Ok. Donc c'est plutôt une question d'adresse mail. Et donc pourquoi ça se trade et pourquoi il y a de la spéculation là-dessus, et ça paraît beaucoup plus logique, c'est que tu peux aller n'importe où dans le monde si tu as l'adresse Ethereum 123.ether. Si jamais l'Ether ça cartonne demain et que les gens s'en échangent tout le temps, tu peux juste dire 123.ether et c'est ton adresse, quoi. Oui, je crois Donc que les gens, ça me revient. T'en avais ouais, parlé la dernière fois. tu vois. Donc Ouais, c'est ok. pour ça que les gens achètent ça cher. Ok, Il y a une ok. vraie utilité derrière, en fait, c'est d'aller n'importe où dans le monde et que de pouvoir voilà, de partager son adresse hyper facilement avec n'importe qui. Euh, voilà, ça peut s'entendre, et tu vois, je comprends le côté spéculation, et clairement c'est de la spéculation comme tous les NFT quasiment. Simplement, euh, pour moi ça a plus d'utilité que beaucoup de choses, dans le milieu en tout cas. Enfin, c'est Ouais. une vraie utilité, mais cette utilité sera vraiment réelle que si on arrive dans 10 ans à un endroit où il y a vraiment absolument tout le monde utilise les Ethereum dans tous les sens, quoi. Ce qui fait sens parce qu'aujourd'hui, de toute façon, pour aller lire un wallet, c'est que des chiffres et des lettres, et donc c'est toujours assez compliqué de Ouais, vraiment. ouais. Par défaut, quand vous créez votre adresse Ethereum, c'est une série de je sais pas Ouais. combien de chiffres et de caractères, c'est imbitable. Ok. Numéro 3, ABC. T'as Ok, suivi ce projet ou pas? non, j'ai pas suivi. Non. Et Alors, j'ai voilà, oui dire vite fait, mais j'ai pas suivi. enfin, moi, je sais qui est le créateur. Solana, Projet projet Solana. Solana. Donc, en fait, c'est le premier projet Solana sur cette semaine. Non, pardon, c'est le deuxième après Youth. Donc, en gros, ces deux projets-là sont arrivés plus ou moins en même temps, hein, parce que ABC, il s'est minté en même temps ou juste Attends, je vais vérifier parce que C'était la c'est même la même semaine. semaine. Donc ouais, c'est ça. Il s'était minté. Mhm. Non, ça a été lancé, je vois, le 23 août sur OpenSea, mais je pense qu'il a pris une envolée. Ça me revient. En fait, il y a la personne qui est derrière le projet qui a été identifiée. Et en fait, c'est un mec qui est très influent. Et j'en avais parlé à un moment donné de ce type-là. C'est 9 x 9 x 9 x 9. Ah, mais non, c'est C'est le lui. mec qui a voulu Incroyable. Le racheter. gars des Pudgy Exactement. Penguins. Exactement, qui a voulu Ok. racheter la collection Pudgy Penguins. Et donc, du coup, ce nom est sorti. Et donc, du coup, boum. Il y a une vraie attention sur ce projet-là. Ok. Et enfin, ça, voilà. Les 9 gens, x 9 ils ont x 9, commencé si vous allez en savoir plus, vous allez dans notre épisode 8 où on parle des Pudgy Penguins. Vous avez les timestamps dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller directement au moment où on en parle. Ouais, tu fais bien de le dire. Oh, t'as vu qu'on est organisé. On est organisé quand même. Ok, d'accord, cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ensuite, on a Other Sides. Ouais, ok, logique. Juste, je vais faire une petite parenthèse parce que parmi les plus gros portefeuilles qu'on appelle les whales, Otherside c'est le premier, le plus échangé. Donc, c'est quand même c'est une constante aussi. Hein, Otherdeeds, hein, toutes les semaines systématiquement avec des vagues, on le voit dans le top 10. Donc, Ouais, de toute façon, intéressant. c'est Yuga Lab. Hein. De toute façon, il fait partie des top 10 depuis qu'il est sorti. De toute façon, toutes les collections de Yuga Labs, elles font partie du top depuis le lancement. De ouf. Donc, que ce soit De 7 ouf. jours, 90 jours ou un an ou même voilà, plus, toujours dans le top. Et en plus dans le top des whales, parce que si tu fais un parallèle sur le whale, donc nftgo.io, c'est ce qu'on utilise chaque semaine pour suivre les mouvements des whales. Pareil, donc Ouais. là, tu vois, Tardids, en volume, c'est le numéro 1. Ouais. Il y a eu à peu près 2,6 millions de volume en dollars tradés par 9 whales. Franchement, Énorme. délire. Donc, Otherdeeds, hein, ce sont des morceaux de terrain dans le métavers à venir qui n'est pas encore sorti, mais il y a eu des démos incroyables des Bored Ape. Clairement, ça va être un, comment on dit en anglais, make or break.
au moment Ouais, où ça parce va qu'en fait, ils sortir. n'ont pas C'est-à-dire trop le que droit de se rater. Pas mal non, de c'est-à-dire projets que ouais. attendent. Enfin, il y a pas mal de projets qui attendent justement que Yuga Labs, en tout cas Other Deeds, soit live pour pouvoir se lancer dans le verse aussi. Parce qu'il y a plein de verses aujourd'hui qui commencent à être créés, mais voilà, il n'y a rien Ouais. concrètement. Il n'y a que eux qui sont plus ou Non, c'est moins avancés. intéressant. Tu dis plus métaverse, toi, tu dis un verse, parce qu'en fait, le Non, parce qu'il y métaverse a. n'existe pas. C'est de l'ensemble de tous les trucs. Ouais, mais en fait, tout le monde fait des trucs verse. Tu vois, tout à l'heure, je vais vous parler de Aoki. Aoki, le Steve Aoki, a aussi lancé son Aoki verse. Et à chaque fois, il y a Ouais, toujours bien sûr, quelque chose en verse. toute logique. Génial. Donc voilà. Et je vous annonce aujourd'hui le lancement du Nintendringverse Ou pas, ou pas. tout de suite. Ouais, donc du coup, Other Deeds, ça va vraiment être un moment où, quand la plateforme est live, un moment à suivre, parce que si jamais au bout de 2 semaines il n'y a plus personne dessus, ça va être une catastrophe. Si jamais au bout de 2 semaines l'engouement est global et tout le monde discute dessus, ça va être génial. Ouais, de toute façon, ils sont assez transparents en ce moment là. Tout ce qu'ils disent, ils sont doxés, ils commencent à faire des interviews, ils expliquent un peu le process, etc. Voilà. Ça, de toute façon, c'est vraiment devenu une entreprise avec des actionnaires, donc voilà. Tout, ça prendra du temps Oui. pour se lancer, Oui. mais ils veulent faire ça bien. Ils n'ont pas trop le choix parce que ils sont pas backés par un Nike ou un Adidas ou quelque chose. En fait, c'est une boîte qui est née dans cet univers Web 3.0. Donc à voir, à suivre, et on continue de toute façon de suivre leurs activités. Ouais. Et la prochaine collection, c'est Bored Ape, pareil, toujours dans le top. Oui. Malgré que sur les 7 derniers jours, il y a eu un moins 20% sur le floor. Mais il reste toujours, alors c'est des floors qui sont très hauts, on parle de 72 Ethers, entre 72 et 100 et quelques Ethers, le minimum, le moins cher des Bored Ape. Donc, après, c'est Nike. Ouais. On avait parlé de cette collection. Oui, on en avait parlé dans l'épisode précédent. Exactement. Semaine dernière. Ouais, épisode 9. Vous allez dans les snippets. Exactement. Donc c'est la collection. C'est la deuxième collection forging. Donc ils ont sorti des NFT qui permettraient de forger un objet physique. Et donc du coup, claim voilà, des t-shirts, des casquettes, des chaussettes, des chaussures Air Force, etc. etc. Et donc il y a toujours de l'échange. Je pense pas que que ça retombera, parce que là voilà, c'est les personnes qui sont un peu plus attirées par la fashion qui vont pouvoir potentiellement forger et puis soit apporter soit revendre sur des marketplaces plus pour les fashionistas, notamment des places de marché comme StockX. Mais voilà, on le voit toujours dans le top parce que voilà, de toute façon c'est Nike et la hype derrière qui suit, donc voilà. Ouais. CryptoPunk. Nickel. CryptoPunks. Ouais, ok. Bon, je me rappelle pas. Le gros classique. Le grand classique. Dans le top. Il est à combien le CryptoPunk aujourd'hui? Attends, je regarde sur la plateforme. Un CryptoPunk, ça... Oh, il est à 60 Ethers. En fait, le Bored Ape a flippé l'Ether. Pardon, a reflippé CryptoPunk. Mais ouais, ça fait un moment ça. Mais de toute façon, ils sont toujours à peu près au même niveau. Le Punk se rapproche un peu. Hein. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, mais ok. La seule différence, le CryptoPunks versus Bored Ape, c'est que moi, alors ça c'est mon avis perso, dans 50 ans, CryptoPunks il sera toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est cette collection-là. En fait, il n'y a pas de hype derrière, il n'y a pas de projet, y a rien. En fait, ils n'ont pas besoin de construire un métaverse, ils ont besoin de rien faire. Juste, le seul fait d'être CryptoPunks, ça donne la valeur qu'elle a aujourd'hui, parce que c'est la première collection dans cette, encore une fois, voilà, dans ce narratif NFT, communautaire, profile picture, 10 000. Et donc du coup, en fait, ils ont lancé cette mode, ils ont lancé cette tendance, cette mode. Le concept, de PFP, c'est eux qui l'ont inventé, quoi. Donc ils n'ont pas besoin de créer un métaverse derrière. Ils n'ont pas besoin de donner de la valeur aux holders, etc. Juste le simple fait de holder un CryptoPunks. Voilà. C'est plus une valeur artistique. Après, tu vois, ils ont nommé un CEO des CryptoPunks. Donc Yuga Lab, qui possède maintenant CryptoPunk, ils ont nommé quelqu'un à la tête à la tête des CryptoPunks, et c'est quelqu'un qui vient d'une maison d'enchères. Ah, mais oui, si c'est Sotheby's ou Christie's ou une autre. C'est Sotheby's, je crois. Ouais, je pense ils aussi. Ont pris un mec. Ouais. En fait, CryptoPunks, l'idée, c'est de se dire que dans quelques années, on le verra dans des musées, dans des événements liés à l'art, Art Basel par exemple. Ils ont déjà été présents là-bas, mais voilà, ils vont faire connaître, je veux dire, l'art numérique
beaucoup plus dans la communauté de l'art traditionnel, donc des collectionneurs, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils essaient d'avoir ce pont entre l'art traditionnel avec ce mec qu'ils ont embauché, qui a un réseau, hein, concrètement. C'est ça. Tu vas pas gérer les CryptoPunks comme tu vas gérer des Cool Cats, quoi. Exactement, ouais, exactement. Dérivatif, juste après, Yacht Club. J'ai pas envie d'en parler de ça. Ouais, donc dérivatives, ça on en voit tout le temps des dérivatives, hein, c'est des petits rigolos qui s'amusent à mixer deux collections ensemble, par exemple ici des Utes et des Bored Ape. Donc ils vont mixer un peu les deux visuels et faire une collection et ça va marcher quelque part. Non, ça va tomber ça. Voilà, n'achetez jamais ce genre de truc. Tout ce qui est dérivé, on déconseille très fortement avec des vacs. Ça sert à rien, c'est pas intéressant. Ça sauf si vous avez envie de spéculer, que vous avez envie de faire du gambling, mais bon, enfin, aucun intérêt d'acheter ce genre de collection parce que ça retombe très vite. Non. On a les tags ensuite, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc, le mec il veut monter il a monté cette collection NFT. Alors j'ai pas tout le contexte parce que j'ai pas digué vraiment à fond, mais il veut bridger avec le real estate, le digital real estate. Donc ok. J'arrive pas à voir pour comment c'est l'image. Enfin, je sais pas si t'as vu à quoi ça ressemblait. C'est des petits bonhommes en mode cartoon, mais il parle de digital real estate. Je sais pas, ça va être peut-être un Sims-like, quelque chose comme ça. Je regarde un peu les vidéos du mec. À voir, on va voir parce que là ça vient de se lancer, mais il y a pas vraiment de. Il y a une hype sur ces derniers jours. Je sais pas quand ça a été lancé. Ça a été lancé. Il y a peut-être il y a quelques jours. Ouais, ça a été lancé une semaine, donc pour l'instant on va voir ce que ça donne, mais. Ouais, je sais pas si c'est ouf. Hein. Non. Et plus ou moins good, sauf sur les whales, je pense qu'on peut pas. Enfin ouais, en fait quand tu regardes le tracking là sur les whales, t'as que les blue chips, hein, donc, concrètement. T'as les Clonex, t'as les Moonbirds, t'as Cyberkongs. Je sais pas si tu connais cette collection. Elle date, hein, ça fait ouais, c'est un vieux truc ça. Un vieux truc, exactement. C'est un truc de G ça. Ouais. C'est en train de revenir. Tu m'étonnes. Ça a toujours. Je crois que c'est les premiers à avoir fait une DAO en tout cas. J'avais entendu parler. Il y a plein de trucs qui vont revenir et qui sont tombés dans l'oubli alors qu'ils ont vraiment inventé des choses. Hein. Les Cyberkongs, je crois, en font partie. Ouais. Donc ouais, ça arrive souvent ça dans les NFT que des vieux trucs un peu mis au placard ressortent parce que d'un coup les gens se disent mais attends mais c'est eux qui ont inventé ce concept là qui est vachement utilisé par toutes les collections aujourd'hui, il faut leur donner un peu plus de crédit et c'est en fait un NFT historique parce que ça a marqué l'histoire quelque part des NFT quoi. Donc il y a des moments comme ça où tu vois ressauter des choses d'un coup, tu vois les Mibits qui reviennent d'un coup. Ouais. De temps en temps. On peut passer si tu veux. Yes. Ouais, juste avant, je voulais parler de gem.xyz. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ah, vite fait. C'est un agrégateur justement de marketplace et ça permet justement de regarder le prix des NFT par marketplace. Parce qu'en fait, voilà, quand tu possèdes un NFT, tu peux le vendre sur plusieurs marketplaces. Donc ça veut dire que moi je possède un Bored Ape, je peux le lister sur OpenSea, je peux le lister sur X2Y2, je peux le lister là où on m'autorise de vendre de l'Ethereum, des collections Ethereum, je peux le lister. Et en fait ce genre de plateforme comme GMXYZ, ça permet de regarder sur quel marketplace est le moins cher. Il faut savoir aussi, il y a une tendance, c'est qu'il y a des personnes, vu que sur X2, Y2 c'est une plateforme qui met en relation des personnes un peu comme du OTC. OTC, c'est over the counter, ça veut dire que tu fais un échange main à main, gré à gré, disons. Et donc, du coup, tu fais sauter tous les fees, donc les plateformes fees et les royalties, parce que tu fais un échange. Hein. Ça se fait beaucoup sur Discord, etc. C'est juste que tu n'es pas assuré d'avoir un third party qui te certifie l'échange. Donc là, en fait, tu dois échanger. Voilà, tu envoies ton NFT sur une adresse et tu sais pas si le mec il va te payer. Quoi. Oui. Putain, mais c'est ouf, effectivement. Ouais, tu vois pas mal de collections qui sont beaucoup moins chères que ce que tu vois sur OpenSea. Exactement, en fait. Parce qu'en fait, du coup, vu que tu payes pas de royalties sur X2, Y2, et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent le prix, ils baissent le floor versus un OpenSea. Et donc, du coup, ben voilà, tu baisses un peu ta rentabilité, mais tes royalties qui sont à 10%, voilà, tu baisses de 5% potentiellement et tu te fais un peu plus tu te fais de la marge dans tous les cas. Parce que
C'est compliqué ce genre de plateforme parce que le problème c'est que du coup ça va inciter les gens à acheter sur des plateformes où Exactement. il n'y a pas de royalties pour les créateurs et ça c'est Et quand même ça, dangereux c'est compliqué. parce que si on rémunère plus les créateurs pour leur collection, ben ça devient un problème, un gros problème pour tout le monde. Mais Franck, justement, Maintenant, il est en train de bosser sur des trucs c'est un- pour, ouais, voilà, grave, tu vois, grave. sur les contrats, Donc potentiellement imputer les personnes qui vendent leur NFT via ces plateformes-là. Il veut ouais, les punir, entre guillemets. Je crois que t'en avais oui. parlé hein, de mémoire la semaine dernière. Ouais, Ouais. on en a parlé la semaine dernière, mais ouais, l'idée c'est que tu as le droit, si tu veux, d'acheter les NFT de Franck, donc du coup des Gods ou Youth sur d'autres plateformes qui n'ont pas de royalties. Simplement, si tu fais ça, tu vas te retrouver avec un PFP dégradé, où ce sera bien noté, bien flagué qu'il n'y a pas eu de royalties payées sur cet échange-là. Et du coup, tu pourras pas le stacker, tu pourras pas réclamer d'autres fonctionnalités et l'utiliser en fait à bon escient dans les futures utilités du truc. Sauf si tu le redébloques et si tu payes, ils vont t'offrir en fait l'opportunité de payer ces royalties a posteriori pour pouvoir réaccéder à toutes les fonctionnalités de ton NFT. C'est un Ouais. système qui est plutôt cool, Ouais, hein, ouais. en vrai. Donc ça permettra aux gens de pouvoir acheter sur le second marché sans frais, mais derrière de pouvoir les repayer derrière s'ils veulent, Et s'ils on le veulent verra de plus en plus parce te que racheter. enfin, les Ouais, créateurs de projets, les royalties, enfin, on se lance beaucoup aussi sur le NFT aussi parce qu'il y a les royalties et donc du coup bah, les artistes sont rémunérés à chaque échange et ça fait partie aussi de la, de la, de la- ouais, du narratif que l'on vit ouais, aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans le Web 2, par exemple sur la musique, on va en parler tout à l'heure, où l'art, en fait, une fois que tu vends ton Mona Lisa, tous les échanges qui sont faits, bah, l'artiste originel, ouais, tu peux tout voir. voilà, il touche rien. Et donc du coup, les royalties permettent justement de reverser une partie à chaque fois à l'artiste. Et là, en fait, ils essaient de bypasser. Donc il y a des personnes qui créent des plateformes qui permettraient de bypasser. Donc les créateurs changent des choses sur les smart contracts pour rebypasser les personnes qui essaient de fuiter. Mais tu vois, là c'est intéressant. Sur LuxRare, je crois qu'il y a les royalties qui sont bien Yes, payées aux gens. yes. Et donc par exemple, là je vois que les Doodles sur OpenSea, le floor il est à 7,35 Ouais. Ether. Or sur LuxRare, là en ce moment, il y a un Doodle qui est en dessous de ça, il est à 6,9. Et c'est un doodle qui a une chaîne en or. Alors dans le milieu des doodles, une chaîne en or, c'est pas non plus le Graal, hein, mais c'est quand même un truc qui se vend normalement plus cher que le floor, quoi. Une chaîne en or. Et du coup, il est moins cher sur le Luxrare. Voilà. Mais c'est bizarre parce que du coup, Luxrare, Et du coup, voilà. t'as les royalties. Hein. Je sais pas, quelqu'un qui s'est peut-être planté, j'en sais rien, mais vous avez un doodle moins cher que le floor d'OpenSea, et en plus un doodle qui a une chaîne Mais en or. si tu regardes sur X2Y2, Ouais. potentiellement il serait moins cher. Mais ça dépend des collections. Tout le monde ne le fait pas. Après, voilà, c'est les gens Ouais. qui s'y savent. Ouais, non, mais là je parle de LuxRare parce que c'est Ouais. une plateforme qui paye les fees et j'ai pas envie de faire la promotion des plateformes où il n'y a pas les fees quand même. Ouais, ouais. Mais Enfin, bof, c'est quoi, intéressant de voir je trouve aussi. ça pas trop cool. Enfin, voilà, c'est parce que là, quand tu regardes, ils sont, sur cette semaine-là, sur les 7 derniers jours, quand tu regardes les top marketplace, t'as OpenSea, 87 millions de dollars échangés. Magic Eden, ce qu'on disait tout à l'heure, deuxième avec 43 millions, donc 50% de OpenSea. Ouais. C'est énorme. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Et X2Y2, ils sont à 11 millions. Donc, quoi, Ah pas, ouais. c'est énorme, tu vois, en Oh. vrai. X2Y2, c'est Mais énorme. oui, Parce c'est qu'en fait, il y en a énorme. de plus en plus qui échangent dessus pour vraiment faire sauter les royalties. Hmm. Ils s'arrangent entre acheteurs et vendeurs, en fait. Le début, Et donc, du coup, potentiellement, de plus en plus, les smart contracts vont être updatés pour éviter justement que ces gens-là échangent ils sur des peuvent pas marketplaces où il n'y justement, a je pas de crois, royalties. impliquer ça dans les smart contracts. Ils sont obligés de passer des accords avec les marketplaces pour traquer tout ça un peu de manière différente, en fait, off-chain. Ouais, donc c'est les nouveaux projets, quoi, Ouais, c'est ça, c'est ça. qui vont devoir faire ça. Ouais, de ouf. Ouais. Ah, intéressant. Intéressant. C'est peut-être le début de la fin d'OpenSea qui sait. Ouais, d'ailleurs, OpenSea, si tu compares versus Magic Eden, Ouais, c'est que il y a zéro update. il y a zéro update. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que OpenSea et MetaMask, les deux, je comprends pas pourquoi en fait ça avance pas. Et j'ai l'impression, enfin, tu vois, quand je compare à Magic Eden Phantom, je sais pas si t'as testé le wallet Phantom, il est Non, hyper facile à utiliser. C'est, enfin voilà, expérience utilisateur, elle est vraiment bien. C'est agréable, tu vois. MetaMask, enfin, tu comprends pas trop. Et encore, il y a eu des updates hein, sur MetaMask, mais c'est pas du tout UX, quoi. C'est ouf. Pareil pour Magic Eden, ils ont des graphes ad hoc. T'as des graphes directement sur la plateforme. T'as beaucoup plus de fonctionnalités pour des personnes qui veulent vraiment trader. Et ils ajoutent des choses toutes les semaines, tu vois. Ah ouais. Alors OpenSea, il n'y a rien. Enfin, concrètement, en une semaine, en un an, il n'y a vraiment rien eu. Je pense, Quasiment en rien. vrai, je pense
qu'OpenSea, ils veulent pas prendre de risques parce qu'ils vont, au prochain bull run, ils vont se lancer en IPO. Ils vont faire comme Coinbase en fait. C'est comme Coinbase en fait. C'est des plateformes, ils sont arrivés vraiment, ces deux plateformes-là sont arrivées en premier sur les deux écosystèmes qui étaient vraiment en vogue. Coinbase, quand on parlait de crypto, c'était une des premières plateformes pour pouvoir acheter et vendre de la crypto. En fait, OpenSea sont arrivés là, pas comme, on en parlait dans un des épisodes où en fait ils sont arrivés par hasard. Ça a pris d'un coup pendant le bull run, ils n'étaient pas staffés, etc. Ils sont arrivés là parce qu'ils étaient premiers et aujourd'hui, je pense qu'ils veulent se lancer en IPO pour avoir vraiment être backé financièrement par des institutions. Et on ne sait pas ce qui se passe aussi derrière, tu vois, mais j'ai regardé, tout à l'heure, j'ai regardé aussi quand on parlait des tendances sur l'analytics, les filles de OpenSea, parce qu'en fait, OpenSea se rémunère comment ? En fait, tout est gratuit sur OpenSea. Si tu veux créer demain une collection NFT, tu vas sur OpenSea, tu crées ta collection NFT, tu payes pas. Le moment où ils t'encaissent, c'est quand il y a un échange ou quand tu vends ton NFT. Ils prennent 2,5%. J'ai regardé les fees d'OpenSea, donc c'est comment ils se rémunèrent eux sur la partie quand c'était en bull run. Il y a certains mois, ils se sont fait entre 270 millions d'euros, 400 millions d'euros. Ils étaient vraiment dans ces ranges-là. C'est incroyable. Depuis le bear market, c'est en 14 millions d'euros par mois. Ouais, donc tu as un business qui est pas du tout stable en fait. Là, t'es impacté par le bull market et le bear market. Ouais. Et donc là, du coup, bear market, tu te fais, ils se font, en ce moment, sur les 2 derniers mois, juillet et août, ils étaient à 14 millions, 12 millions de revenus par mois en fees. Ok, incroyable. Versus 350 000, mais bon. Voilà. Ouais, donc ça donne plus d'opportunités à des concurrents d'émerger et de venir manger une part du gâteau en fait. Exactement. Mais je vais quand même parler d'une news sur OpenSea juste après parce que c'est pas que du négatif. Ils ont fait un partenariat avec une très grosse plateforme, un très gros projet. Et on en parlera juste après. On peut aller sur les news si tu veux tout de suite. Allez, on parle du mint des youths rapidement. Bon, c'est Yes. Rien de spécial. On en a parlé longuement la semaine dernière. Donc si vous voulez un récap complet de cette collection-là, allez sur l'épisode 9 et écoutez ce qu'on s'est dit à ce propos-là. C'est vraiment passionnant. Donc le youths, les tubes plutôt, ont été mintés. Donc ce sont des petites capsules avec de la couleur dedans et qui vont permettre ensuite de l'échanger contre un youth, qui sera une collection différente pour vraiment avoir accès au PFP et au reveal, etc. Et on a notre ami Franck qui lead toute cette collection-là, qui a expliqué que ça allait être visuellement quelque chose de vraiment, vraiment ouf et qu'il y aura des mécaniques intéressantes derrière de staking, de rémunération, de rewards, d'utilité et ainsi de suite. Donc je pense que le marché attend beaucoup de cette collection pour raviver un peu la flamme des NFT, simplement. Le mint, le reveal a été décalé, ça devait être ce lundi. J'ai vu, ouais. Ouais, ensuite ça a été décalé à jeudi. Et là finalement ils ont dit plus tard ce mois-ci, plus tard en septembre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a souvent des mèmes qui traînent justement sur des gods. Ils appellent delay. Parce qu'en fait à chaque fois ils postponent. C'est comme Apple quoi. Ils postponent à chaque fois leurs produits et du coup il y a pas mal de milieux. Il en rigole Franck un peu. Il dit en fait nous on nous appelle souvent delay au lieu de D-Gods, on nous appelle delay, tu vois. Bah oui, écoute, ils apprennent de leurs petits faux pas techniques. De toute façon, les faux pas techniques, c'est inhérent à la blockchain. Il faut savoir que quand tu lances un projet, quand tu lances un smart contract, en fait, une fois qu'il est inscrit sur la blockchain, c'est la caractéristique de la blockchain, tu ne peux plus le modifier. En fait, il est on-chain, il est partagé par tout le réseau. Et en fait, comme c'est un réseau complètement décentralisé, toi, en tant qu'entité centralisée, tu n'as pas le droit de venir modifier le code de ce que tu as lancé sur la blockchain. Du coup, quand tu lances un projet et qu'il y a un bug auquel tu n'as pas fait attention, ça peut foutre en l'air tout le projet parce que des gens peuvent acheter le truc et pouf, d'un coup ça vaut plus rien, c'est buggé et ainsi de suite. C'est vrai qu'on avait parlé de ce truc-là, je te coupe 2 secondes. Tu sais, on se disait qu'en fait quand tu fais une startup dans le web 2.0, tu fais un proof of concept, tu fais un MVP, etc. Tu avances petit à petit. Et dans le web 3.0, en fait tu peux pas faire ça. Tu es obligé de différent. Tout faire en amont. Parce qu'une fois que c'est lancé, tu peux plus revenir en arrière. En fait, tu peux faire relire ton code par 1000 personnes, mais derrière, une fois que tu le lances, il y a un bug, c'est fini. Donc en général, si ça arrive,
Les créateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent une seconde collection. Ils préviennent bien tout le monde que, attention, cette collection qui a été lancée au début est buggée, ne l'utilisez plus. Elle est on-chain, donc on ne peut pas la supprimer, c'est pas possible. Elle sera toujours là pour tout le temps. Mais ils vont dire, utilisez bien la nouvelle version. Et c'est ce qui s'est même passé sur les CryptoPunk. Parce que tu as la CryptoPunk V1, la CryptoPunk V2. Des gens continuent à trader la V1 en se disant que. Mais Lava Labs a bien expliqué que la vraie collection officielle CryptoPunk, c'était la V2. Et qu'il n'y avait pas de V1. En fait, ça n'existe pas pour eux, quoi. C'est comme un tableau raté. Donc je reviens à Mayotte. Du coup, le mint était un peu foireux. Il y a eu des bugs. Je vais passer les détails. Mais en gros, les gens devaient cliquer 15 milliards de fois d'affilée pour réussir à minter leur tube. Donc problème, le truc était un peu buggé, mais bon, c'était juste lenteur, ça laguait quoi. Pas de gros problèmes techniques majeurs, mais du coup les gens n'étaient pas très contents, pas très satisfaits vu le niveau de hype qu'il y avait sur ce projet. Et qu'en plus ce mint a été décalé plusieurs fois. Et du coup là ils se sont dit ok, on va faire en sorte que le reveal se passe très bien. Ils ont commencé à se dire ok, on va le décaler à jeudi, comme ça ce sera bien, on aura un peu de temps, etc. Ils ont dû finir par se dire en fait, c'est quoi, on va dire fin septembre, comme ça nous laisse vraiment le temps de bien tout faire nickel pour que cette fois-ci on arrive à faire un truc où il n'y a pas de bug du tout. Ça doit pas être facile pour eux, mais bon, je crois beaucoup en ce projet-là personnellement parce que techniquement parlant et en termes de philosophie, les gars sont hyper humbles et ils font que apprendre de leurs erreurs et ils l'assument complètement sur tous les réseaux où ils sont. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ils disent ok, intéressant, quels sont vos feedbacks, comment on peut s'améliorer, et genre 2 heures plus tard, genre c'était pile 2 heures plus tard, ok, on a trouvé une solution avec la communauté, on va faire ça et ce sera prêt dans 3 jours, et bon, et genre les gens deviennent fous parce qu'ils sont capables de pivoter à chaque fois. de Mais corriger en fait, très vite, t'as de écouté pivoter le podcast avec Proof? Ouais, je l'ai écouté, franchement, tous les deux, on vous conseille de ouf d'aller écouter ça. C'est le meilleur podcast que j'ai écouté à propos des NFT depuis que je m'intéresse à ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que c'est deux gros fondateurs qui parlent l'un avec l'autre. Donc Kevin Rose qui a monté les Moonbirds et Proof, et Frank qui a monté les Degods. Et c'est passionnant de voir ces deux gens qui construisent depuis plus d'1 an maintenant, d'arrache-pied des choses, des projets intéressants, discuter entre eux. On apprend énormément de choses sur ce que c'est que l'idée, un projet NFT. C'est super intéressant à tous les niveaux, quoi. Création d'entreprise, inspiration, ils échangent vraiment des idées. Enfin, ils expliquent un peu le process, tu vois. Même, tu vois, comment ça s'appelle Kevin Rose qui explique qu'il a souvent ses idées sous la douche, etc. Enfin, ça me faisait rire. En fait, t'as l'impression d'être vraiment un peu un insider entre deux personnes qui sont en train de parler de leur lancement, de leurs 2 collections à succès, hein, clairement. Et franchement, c'est hyper inspirant. Et puis même, tu vois, Franck, 23 ans, le mec, il est... Enfin, ouais, c'est très inspirant. C'est un boomer, hyper quoi. Inspirant. Il est hyper mature quand même comme type, en vrai. De ouf. Je pense qu'il apporte un côté très humble qui manquait un petit peu chez, tu vois, certains leaders de projets NFT qui se comportent un peu comme Dieu, tu vois, quelque part. En mode, tu vois, un mois de silence et puis d'un coup, regardez, je vous ai droppé un truc, je vous ai droppé un cadeau. Allez. Check your wallet, comme on dit. Tu parles de Doodles qui n'a pas envoyé de tweet depuis un mois aussi. Il y en a plusieurs, Azuki aussi, ils ont fait ça, etc. Je pense que Doodles, il joue la carte un petit peu à la Daft Punk, tu vois. Genre gros silence pendant très longtemps et d'un coup, pan. On verra en termes de marketing ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. T'as vu le floor de Tubes, du coup il est monté très haut. Hein. Enfin, je m'en doutais hein, de toute façon que ça allait être dans les... Je crois, de mémoire, c'était 3 Ethers à peu près. Enfin, si je fais la conversion en Ether. Ah ouais, t'es chaud, toi. Tu prends du Solana, tu le convertis en dollars et tu reconvertis en Ether derrière. Ouais. Moi, j'arrive plus. En fait, j'en ai marre d'avoir 50 mais là, currency, c'est impossible. Je préfère Moi, j'arrive pas à suivre. Moi, j'arrive pas à suivre. Parce que j'ai vu que le prix a un peu monté au début. Après, c'est redescendu. Mais c'est redescendu parce que Solana est passé de 30 à 35. Donc, c'est quand même énorme. Donc en fait je suis un peu paumé, je crois qu'il est entre les 3500 4500 $, un truc comme ça, il est toujours autour de ce range là, quoi. Ouais, de toute façon c'était sûr. Après il y a un peu plus de enfin on verra pas le même floor que des Gods, parce qu'on a 15 000 déjà, la supply elle est un peu plus un peu plus diluée, c'est un second projet maintenant. C'est quoi le floor limite, je regarde plus trop, je regarde plutôt ça en ce moment parce que c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils inventent de nouveau et qu'est-ce qu'ils apportent à l'écosystème. Qu'est-ce qu'ils vont faire derrière. Ouais. Et pour j'ai hâte de voir le reveal en vrai. Ouais, le reveal, j'ai hâte aussi parce que les visuels ont l'air effectivement vraiment cool. Ouais. Et j'ai hâte de voir le comportement de la communauté parce que est-ce que c'est vraiment, comme le promettait Franck, une communauté de builders qui va rester hyper soudée même en bear market, ou est-ce que c'est que des gens qui sont là pour revendre très vite et faire de l'argent, quoi.
Et c'est ce qui, enfin, on le disait sur l'épisode précédent, c'est que il y a des personnes qui ont eu l'occasion de minter le Tubes. Donc sur les 15 000, il y en a 5 000 qui ont été piqués à la main. Et ils regardaient justement C'est incroyable. pas mal de choses. En fait, c'était des candidatures, quoi. Ils voulaient vraiment voir des gens qui étaient intéressés pour construire, avancer dans le monde du NFT. L'écosystème NFT, le faire avancer, etc. Donc ils voulaient pas prendre tout le monde tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est qu'ils ont le Dust, c'est leur currency, donc ils ont créé un token, une crypto. Ouais. Et ils ont levé là à peu près 7 millions de A16Z pour avancer c'est sur A16Z aussi derrière. Ouais, c'est A16Z. Ils sont partout. De toute façon, Incroyable. Andreessen, il est partout. Ouais. Il aime bien les gros À projets. tous les projets NFT, dès qu'ils font une levée, c'est A16Z. Souvent, ouais. A16Z. Et en fait, le Dust va servir, enfin, la levée de fonds va servir justement à pousser le logiciel qu'ils ont créé. Apparemment, en fait, c'est un logiciel qu'ils ont créé pour faire le scholarship. Donc, c'est la méthode d'application. Je crois qu'ils l'ont pas fait 100% manuellement. Ils ont créé un logiciel en interne et ils veulent le mettre potentiellement en marque blanche. Et donc, du coup, voilà, le proposer à l'écosystème NFT Solana. Et donc du coup ils ont levé aussi à côté pour créer un logiciel, avoir une autre source de revenus parce que tu peux pas vivre que des royalties et ça tout le monde le dit depuis le début. Là souvent les seules grosses collections disons qui arrivent à vivre en dehors des royalties, c'est des personnes qui sont des collections, ou en tout cas des projets qui sont dans la mode, qui vendent des merch ou du média. Des personnes des plateformes qui vraiment proposent de la publicité parce que c'est encore le modèle qui est un modèle qui fonctionne bien. Notamment du sponsoring, etc. Et donc c'est des revenus hors royalties, donc, du coup incrémental. On parle de Sony. Yes. Sony Music. Ça a été annoncé cette semaine. En fait, Sony Music, ils ont déposé un trademark pour application NFT. Faut savoir que Sony Music, juste pour recontextualiser, ils font partie des Big Three. Donc en fait, il y a 3 gros labels dans le monde. Labels ou en tout cas conglomérats qui produisent ou en tout cas qui managent des artistes. Il y a Universal, le premier, Sony Music, le deuxième, et Warner Music, le troisième. Universal et Sony, ils ont déjà mis un pied dans le Web3. Je vais vous en parler juste après. En fait, là, concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé des trademarks Sony Music a posé des trademarks pour couvrir plusieurs assets, notamment du texte, vidéo, ce qu'ils disent, artwork, audio, des podcasts, des lives, avec une authentification sous forme de NFT, donc des assets sous forme de NFT. Et comme je le disais, en fait, Sony, ils avaient déjà un pied dans le Web3 parce qu'ils ont investi dans plusieurs marketplaces déjà dédiés à l'art. Donc eux-mêmes, leur fonds, parce que Sony, ils ont aussi ils ont investi dans des plateformes d'NFT. Ils ont fait des partenariats aussi, notamment avec une plateforme que je connaissais pas, Snow Crash, qui est un protocole, une plateforme NFT sur le protocole Solana. Et ils vont lancer pour la fin d'année 2 collections apparemment, avec Bob Dylan et Miles Davis. Donc je pense qu'ils vont sortir des trucs un peu en l'honneur, parce que Bob Dylan il est décédé, Bob Dylan, il est décédé. Ils vont faire ressortir des potentiellement soit des musiques ou soit des images pour faire hommage à ce Bob Dylan par exemple, et Miles Davis je connaissais pas. Et donc du coup ils proposent. Il est pas mort, Bob Dylan. Grosse bourde. Et du coup, en fait ils ont rien annoncé de plus. Enfin ils sont vraiment restés assez flous. Ils ont dit juste collection pour Bob Dylan et Miles Davis pour 2022. Donc il est pas mort. Et musique qui est déjà bien implémentée dans le Web3. Je vous avais parlé de mémoire, c'est dans l'épisode 6 ou 7 de Kingship, ce groupe de musique. En fait, c'est un groupe de musique qui est né dans le Web3. Donc, c'était des Bored Ape, des Older Bored Ape qui se sont réunis, 4 personnes qui se sont réunies pour créer un groupe de musique. Ils avaient fait une collaboration avec M&M's, on en avait parlé. Et donc, du coup, ça, eux, ils ont signé avec Universal. Donc voilà, c'est un pilote en fait pour Universal, c'est un pilote d'avoir un groupe qui sont habillés, en tout cas qui sont endorsés par
Bored Ape parce qu'ils ont l'IP de Bored Ape, parce qu'ils sont honneurs du singe, collaboration avec M&M's pour faire un peu de pub, etc., etc. Il y a Snoop Dogg et Eminem au MTV Awards, qui, voilà, tout ça pour faire... Enfin, là, j'essaie juste de faire le lien entre musique et Web3. D'ailleurs, par rapport à ça, en fait, MTV, ils ont rajouté une nouvelle catégorie dans les awards. En fait, c'est ce qu'ils appellent le Best Metaverse Performance. Et il y a Ariana Grande, Bieber ou 21 Pilots qui étaient listés dans cette catégorie-là. Du coup, ils ont montré des expériences là-dessus ou... Yes. J'ai pas vu, je suis pas allé regarder vraiment au fond, mais ils ont créé cette section-là. Donc bon, c'est facile à trouver, hein, de toute façon ça. Faut taper ça. MTV Awards, c'était il y a une semaine, deux semaines, et du coup. De toute façon, le milieu de la musique, c'est un des milieux où il y aura le plus d'applications des NFT. Globalement, que ce soit pour... Il y en a un autre aussi, je sais pas si tu l'as vu, notamment en fait c'est surtout l'univers EDM, c'est des DJ électroniques, etc. sont très très avancés Diplo, là-dedans. il est chaud sur les doodles. Exact, c'est ce que j'allais dire. En fait il y a Diplo, The Chainsmokers aussi, qui sont intégrés dedans. En fait il y en a un aussi, que moi j'écoute cet artiste là, c'est écrit textuellement 3 Low, L-A-U, en fait c'est Blow. Et ce mec-là, il a monté une marketplace carrément. Donc lui, c'est un DJ. C'est un DJ. Il a monté une marketplace qui s'appelle Royal.io. Et en fait, ça permet aux artistes de sortir des albums en tant qu'indépendants. L'album sous forme de NFT. Donc si t'es fan de... Et donc du coup, sur cette plateforme-là, il a fait des collaborations avec Nas, avec Chainsmokers d'ailleurs. Et Diplo aussi d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, Diplo ou Chainsmokers drop un album sur Royal. Si t'es fan de cet artiste, tu achètes l'album sur Royal, et en fait tu gagnes une partie des royalties. Et c'est ça le modèle en fait. Toi en tant qu'holder. Ça le modèle, c'est de distribuer la propriété de ton œuvre d'art. Holder de win-win en fait. Très cool. Et donc du coup, quand The Chainsmokers, l'album, commence à prendre de l'ampleur, ils arrivent à vendre les droits à des chaînes télé, etc., des films, etc. Et en fait, du coup, le holder du NFT, il prend une partie du gâteau aussi. À ce propos, du coup, les Doodles ont signé très intéressant comme Columbia et Pharrell Williams, qui est leur chief brand officer maintenant. Et donc il y a un album qui va sortir d'ici la fin d'année sur une espèce de compile Doodles curé, organisé par Pharrell Williams, avec certainement d'autres artistes. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais pour info, il y a l'un des patrons des Doodles là aujourd'hui qui a publié un petit message dans leur Discord en disant vous inquiétez pas, on va bientôt casser le silence. Parce que ça fait plus d'1 mois qu'il ne donne plus aucune nouvelle, zéro nouvelle depuis 1 mois et demi. Vraiment zéro, rien, pas un tweet, rien. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Et là, voilà, il dit on va casser le silence la semaine prochaine. Stay tuned. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura une news doodle par rapport à cet album-là. Voilà. À suivre. En tout cas, tu vois, il y a aussi le timing, il est bien choisi avec le merge, quoi. Clairement, parce qu'ils sont censés choisir potentiellement peut-être une autre blockchain que Ethereum pour leur projet Doodles 2. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Ouais. À voir ce qui va se passer. Et ils se posent toujours la question, ils n'ont toujours pas annoncé quoi que ce soit sur cette potentielle autre blockchain ou pas. Et pour continuer justement un peu sur la musique, d'autres artistes, donc j'avais parlé tout au début là de Steve Aoki, donc encore un DJ américain assez connu, qui lance son Aokiverse. Il est très très vocal dans le monde du Web 3.0, il est partout ce mec, il veut faire avancer les choses. J'aimerais, il y a aussi un autre groupe, vu que t'aimes bien aussi le rock ou le metal, on en parle assez souvent, Avenged Sevenfold, qui avait lancé une collection, qui avait lancé une collection. Moi j'avais minté cette collection là l'année dernière. C'est vrai, tu m'en avais parlé. Et donc du coup qui airdrop des places de concert à Holder. Moi j'ai une place de concert que je peux claim gratuite. Donc s'ils passent à Bercy, parce qu'ils arrivent à remplir souvent des gros stades, et en fait je rentre gratuitement. En fait il y a énormément d'utilité. Tu skippes les files d'attente grâce au NFT. C'est un pass en fait qui permet d'avoir plus que les personnes qui achètent juste un billet pour un concert. Il y a Booba qui a sorti aussi sa collection NFT en France. Du coup. Et tu sais que ce qui est intéressant, c'est les holders qui avaient le droit de regarder en live le live stream. Donc il fallait avoir le NFT pour voir le live stream du concert de Booba au Stade de France. Au Stade de France. Si vous n'aviez pas la place physique, la place physique évidemment.
voilà, c'est intéressant aussi. Il a créé cette utilité par-dessus. Mais c'est son cool, NFT. c'est Non, mais cool, bien, c'est une franchement, idée. Peut-être que ça va donner rien et que plus personne va utiliser cette idée et que le succès est pour rendez-vous. Mais c'est pas grave, au moins il a essayé un truc nouveau et c'est cool. Et là, en C'est fait, un milieu où il faut tenter plein de choses. c'est exactement ce que j'allais dire. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, tous ces artistes, à leur échelle, avec leur communauté, commencent à créer, commencent à tâter un peu le chemin sur cette nouvelle. En fait, c'est un terrain de jeu, tu vois. Enfin, il y a C'est ça qui est super enthousiasmant sur ce milieu en fait, c'est que c'est que de l'expérimentation dans tous les sens, tous les jours, en permanence. Ouais. Non, mais clairement. C'est pas- Ouais, c'est ça. Il y a pas de, c'est un joyeux il y bordel. a pas de mais blueprint. c'est vraiment Il y a kiffant, pas de quoi. blueprint. Non, il n'y a pas de Tu blueprint. suis pas un truc où tu dis il faut que j'aille dans ce sens-là. Non, c'est tu testes, tu reviens, tu retestes, tu reviens et voilà quoi, et t'avances. Mais bon, après la musique, c'est vrai que là, si on veut vraiment une adoption de masse, il faut qu'il y ait un gros move de la part de Spotify. Il y a énormément de use cases qui peuvent être réalisés via Spotify par exemple ou un Apple Music ou toute autre plateforme justement de streaming. Et je pense que c'est inévitable, ça reviendra. Juste, ils doivent préparer quelque chose aussi, tu vois. Enfin, le business de la musique, il a été déjà révolutionné plusieurs fois. Et aujourd'hui, en fait, Ouais. disons que le pouvoir est vraiment entre les mains de ces plateformes-là. Et potentiellement, si demain ils arrivent à trouver, en tout cas craquer un bon use case enfin, timer le marché avec un bon use case, Ouais. avec voilà, une utilité, etc., des utilités, c'est possible que voilà, l'adoption de masse, elle se fera rapidement. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, pas mal de tests et moi, je suis encore un peu plus ce qu'ils sont en train de faire, notamment, tous les artistes là. Je m'intéresse beaucoup à cet univers-là parce que je sens qu'il y a vraiment une attraction et pas mal d'artistes avec leur communauté, surtout que souvent les artistes, ils ont une grosse communauté, tu vois. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on les voit dans les pubs, etc., donc les rappeurs, c'est sûr qu'ils vont se lancer là-dedans, tu vois. Oui. Après, il faut bien le faire parce qu'il y en a, ils se sont complètement ratés. J'avais parlé de comment il s'appelle l'autre là, Chris Brown, qui avait lancé sa collection NFT, qui a fait un gros fail. Ouais, grave. En fait, mais en fait, oui, il faut se lancer, mais si c'est un raté, c'est pas grave, faut apprendre des erreurs. Et en fait, la plus grosse erreur que les gens peuvent faire dans le milieu, c'est lancer un truc, ça marche pas, et se dire, ok, les NFT, c'est pas pour moi. Non, en fait, il faut comprendre, il faut apprendre Apporter de la comment on peut bâtir une communauté, apporter de la valeur, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment un domaine où, vraiment un domaine où en fait, c'est pas là pour t'apporter de l'argent, ce truc-là, les NFT. Il faut que les gens arrêtent de se mettre ça dans la tête. C'est pas je vais créer des NFT et paf, ça va me faire de l'argent. Non, c'est je crée un NFT et qu'est-ce que je vais apporter? Quelle est ma pierre à l'édifice, à tout ce truc-là où il n'y a pas de blueprint et où il faut tout construire? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que je vais apporter d'intéressant et qui a jamais été fait avant? Et créer toujours ce lien avec cette communauté, parce que de toute façon, tous ces artistes-là, ils vivent de leur communauté, de leurs fans en fait. Parce qu'ils n'ont pas de fans, ils n'ont pas de. Ouais, mais moi si je suis un artiste aujourd'hui connu, mais ça fait déjà des mois que j'ai lancé ma collection NFT et que je sais pas si j'en ai lancé moi je commencerais par lancer une collection genre de 100 peut-être, genre un petit truc, pas beaucoup de trucs, mais ceux qui achètent ce truc-là, les 100 qui ont ce truc-là, que ce soit parce qu'ils l'ont acheté au début et qu'ils étaient là au tout début du truc, ou qu'ils l'ont acheté plus tard, mais beaucoup, du coup, s'il n'y en a que 100, normalement très cher. Je me dis que c'est des gens qui vraiment kiffent ce que je fais, et eux, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait avec Avenged Sevenfold. Juste avant la collection des 10 000, ils ont régalé les personnes. En fait, ils leur ont donné des musiques gratuitement, les différents assets, les différents tracks, tu sais, genre que tu peux réutiliser si toi tu veux potentiellement, tu sais, reconstruire ta propre musique par-dessus. Certaines musiques d'Avenged Sevenfold et tout. Mais moi j'organise 10 concerts avec parmi les 100, 10 à chaque fois d'entre eux, voilà. Et donc, du coup, chacun d'entre eux aura droit à un concert intimiste avec 10 spectateurs, c'est tout. Et je serai tout seul avec eux à chanter pendant 2 heures. Faut les ramener à LA ou à Paris. Ouais, voilà. Et après, ça se fait. Clairement, je fais ça, quoi. Après, si c'est des fans et qu'ils se déplacent pas, c'est qu'ils peuvent peut-être vendre leur truc, tu vois. Enfin bref, parenthèse fermée sur la musique, mais il y a des potentiels dans tous les sens dans la musique, ça c'est clair et net, quoi. De toute façon, voilà, cette année, c'est une grosse année vraiment de builders qui commencent à vraiment travailler sur le sujet, tu vois. Le titre vraiment de cette news là, c'est vraiment Sony qui dépose des trademarks, donc ça veut dire que cette année là ils sont en train de poser, ils sont en train de vraiment backer sur les projets qui vont lancer l'année prochaine, et on verra de plus en plus des use cases qui vont tomber, quoi. De ouf. D'ailleurs, par rapport au trademark, j'ai vu un tweet passer
Comme quoi, en fait, cette année, il y a eu à peu près 5000 ou 6000 trademarks déposés aux US pour des assets numériques, Web 3.0, NFT, etc. Il y en avait 2000 l'année dernière. Ok, Il y en ça a a 5000. explosé. Ça a explosé. Et donc, derrière ces 1000, on sait pas trop, les entreprises, ils ont pas, il avait pas détaillé l'avocat. Ouais. Mais voilà, il suffit que, je sais pas, des entreprises du Fortune 500, des groupes du Fortune 500 qui déposent, ça va vite, tu vois. En Ouais. vrai, là, pour l'adoption de masse. Mais voilà, il y a des entreprises qui commencent à travailler sur ce sujet. Énorme. On passe au prochain sujet, Minter Token. Yes. On a fait déjà 1 heure de podcast, il faut qu'on aille vite. Yes. Minter Token, il faut que je vais en parler. Je vais essayer de détailler un petit peu. Sans prendre trop de temps. Alors, tu l'as pas vu passer ce truc-là Non, tu me pas disais. du tout. Alors, tu vas voir, franchement, c'est hyper intéressant. Pas du tout. En fait, Minter Token, avant de rentrer dans le détail de Minter Token, il faut juste que je donne un petit contexte de ce que c'est, de qui a fait ça. C'est une plateforme qui s'appelle Fair, FAIR.xyz. On a souvent des XYZ. Ah, ça, ça, tu je connais. vois ce que c'est ça. C'est pas les gars d'OpenSea, ça? C'est plus ou moins les gars d'OpenSea. Ils sont backés par OpenSea, en fait. Ok. Vas-y. Alors, ce projet a été monté par des ingénieurs de Meta, Insta, Goldman Sachs, YouTube, Nike, enfin, voilà. Je te fais. Donc, c'est backé par des. En tout cas, il y a des gros ingénieurs qui sont sur ce projet-là. Qu'est-ce que ça fait, cette plateforme? En fait, c'est con, hein. C'est une plateforme, ce qu'ils appellent no code, qui permet à un créateur ou un collectionneur NFT de lancer sa collection et vraiment faire le end-to-end, donc c'est-à-dire vraiment créer justement le projet avec l'intégration sur la blockchain, la sécurité, le smart contract, ce qu'on disait, déploiement de la page d'accueil, je parlais de sécurité, voilà, ils ont des systèmes anti-bot, optimiser les gas, enfin tout ça c'est pris en charge et c'est un truc un peu all-inclusive et tu payes 6%, donc en fait c'est 6% des revenus générés sur le mint. Ils prennent juste ça. Et en fait, ça permet à n'importe qui de pouvoir se lancer, en tout cas lancer une collection NFT sans se prendre la tête avec toute la partie tech, blockchain, etc. etc. En fait, j'aime bien faire le parallèle avec potentiellement, tu vois, un Squarespace. Un Squarespace, c'est tu crées un site web, t'as pas besoin de coder. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un all-inclusive, tu payes. Exactement voilà. ça. Et ils ont essayé de créer justement ce genre de plateforme pour encore une fois, tu vois, éviter, casser un peu la barrière technique. Barrière technologique. Okay. Donc c'est backé comme tu disais. En fait, comme tu disais, il y a OpenSea derrière, et c'est ce que je disais tout au début. En fait, OpenSea, ils ont fait un partenariat avec Fair XYZ pour ce Minter Token. Qu'est-ce que c'est ce Minter Token? Franchement, c'est stylé. En fait, c'est un token qui va certifier cryptographiquement en fait que tu as minté le NFT, même si tu le possèdes plus. En fait, c'est une espèce d'alternative au concept, ce qu'on disait du soulbound token, cool. Donc un autre token que tu peux pas échanger, etc. En fait, celui-là, c'est juste que ça prouve que tu as été le premier sur le projet, que tu étais là dès le début, avant la hype, avant, enfin voilà, le statut social, etc., etc. Pareil, tu vois, moi, des fois, je me dis, tu vois, moi, je digue beaucoup la musique, tu vois. On a parlé souvent des groupes de musique, etc., etc. On avait parlé la dernière fois. Et souvent, j'arrive à trouver des groupes de musique qui me plaisent vraiment bien, mais quand ils sont vraiment pas connus, tu vois. Et à un moment donné, ils explosent. Et en fait, du coup, moi, je suis content parce que je suis là je suis content parce que j'ai découvert ce groupe il y a très longtemps avant même qu'il soit genre qu'il fasse des gros concerts, des festoches, etc. Et en fait, du coup, tu vois, ce Minter Token permet vraiment de te dire, ok, toi, t'étais là day one, tu vois. Et en fait, c'est très simple. Moi, je l'ai fait. Ouais. Du coup, je suis allé sur le site et j'ai claim. En fait, le process c'est simple. Tu vas sur le site. Tu connectes ton wallet, tu peux claimer gratuitement en fait un NFT. Ouais. Lui il va les mapper tout donc vu qu'il arrive à lire ton wallet, il va mapper tout ton NFT. Il va voir en fait les NFT que tu as et que tu as minté surtout en fait, que tu n'as pas acheté en secondary, que tu as vraiment minté. Donc tu es le premier à avoir acheté ou en tout cas avoir eu l'occasion d'acheter ce NFT. Et donc du coup ce que la plateforme va faire, elle va te mapper ces NFT là et tu peux claim. Donc, du coup le premier NFT que tu as créé sous forme de 3D. En fait, ça c'est une image sous forme 3D qui sera présente justement sur ton wallet. Donc du coup, c'est on-chain, etc. Donc ça sera vraiment présent sur ton wallet. Mais voilà, ça sera juste un Minter Token certifié par Fair et OpenSea. Le visuel du Minter Token, il reprend le visuel de ton NFT exactement. Concerné. Yes. Et c'est une image un peu animée, c'est une espèce de vidéo. En fait, ce qui est bien, c'est que
en utilité, tu peux vraiment créer une expérience pour les minters, tu vois. Tu peux vraiment même l'ajouter dans ton smart contract, etc. quand tu es créateur de je peux projet, comprendre que pour vraiment rémunérer. je peux comprendre que si tu arrives à prouver via Ouais. un NFT que tu as minté un Bored Ape, c'est pas la même chose que quand enfin c'est évident. Tu achètes en secondaire, Alors, tu vois, clairement. T'étais là avant la hype, pour t'étais là, aller on enfin, top of tu faisais that, partie des premiers, quoi. je pense qu'il y aura de plus en plus d'NFT un peu comme les Youths où pour accéder à ce NFT là, ce sera plus possible de l'avoir via de l'argent, mais tu vas devoir faire une action ou prouver que tu vois ce que je veux C'est dire. pas con, ça. Mais en fait, un NFT que tu puisses pas acheter avec de l'argent, Ouais. mais que tu ne puisses l'acheter que si tu as au préalable passé, tu vois, Si tu je sais pas, as un eu... test, un quiz, un machin, Ouais. un vote, j'en sais rien, tu vois, peu importe, mais pas de l'argent. Et que du coup, pour avoir ce NFT là, ça requiert plus que de l'argent. Ça, ce serait fascinant, je trouve. Regarde, je reprends l'exemple de je suis un artiste et je veux récompenser genre mes 100 plus gros fans à travers le monde. Je fais un grand concours, j'organise un grand concours qui dure un mois. Envoyez-moi des photos de concerts auxquels vous avez assisté, des places de concert, des vidéos que vous avez faites, qu'est-ce que vous avez fait pour ma communauté, etc. Et parmi, je sais pas, les 1000 candidatures, j'en sais rien, j'en choisirai 100 qui me paraîtront les plus solides. Et c'est que eux qui auront le NFT, tu vois. Et ça, ce serait grave stylé, quoi. Donc là, tu peux décliner ce use case juste avec cette nouvelle... En fait, c'est un nouveau token, en fait, qui sont en train de créer avec OpenSea. Ouais. Et après, tu peux créer, comme tu disais, tu peux créer plein de use cases par-dessus ça. Juste parce que tu es le numéro 1 et donc du coup tu veux récompenser encore plus ces numéros 1. Visuellement tu le vois aussi que c'est le numéro 1 parce qu'aujourd'hui tu peux pas vraiment savoir, enfin il faut juste aller lire les plateformes de tracking pour savoir ok t'es numéro 1, tu peux remonter via l'historique, mais là en fait en lisant, enfin en ayant la visibilité sur ton wallet, tu peux regarder ok celui-là ce mec là il a minté ce NFT là, il a peut-être revendu mais en tout cas il a minté, c'est le premier mec qui a eu l'occasion, qui a supporté le projet potentiellement avant la hype, avant tout. OpenSea bloque la revente de ces tokens. Donc ça veut dire que tu le gardes dans ton wallet. Donc c'est pour ça que je disais OpenSea le bloque, mais tu peux le revendre ailleurs éventuellement. Ailleurs. Quoi. En tout cas, après, c'est. T'as pas de soulbound. Le soulbound token, il faut savoir que c'est un concept aujourd'hui, ça n'existe pas. Ouais, pas sur Ethereum, ouais. C'est important. Ouais, pas sur Ethereum. Sur d'autres, ça existe Je crois qu'il y a certaines blockchains qui commencent déjà à l'intégrer. Après, c'est juste du code, je pense. Mais de mémoire, je sais plus. J'ai vu passer une news sur ça. J'avais vu une ou deux fois des tweets passer, mais je pense que c'est pas très legit. Anyways. Donc juste en ce moment, t'as une promo dessus. Je crois que c'est pas encore terminé. Si tu veux tu peux claim gratuitement. En fait, tout est gratuit. Tu payes juste les gas fees. Si tu veux, tu peux le faire. Tu peux aller sur le site et tu peux claim tu peux claim un des NFT que tu as pu minter. Et en fait sur la plateforme, franchement c'est super bien fait, c'est UX. C'est à quelle adresse tu peux faire ça? Minter. Il faut que tu ailles sur leur Twitter. En fait, en fait, faire.xyz, c'est le site pour créer ton NFT. C'est minter.fr.xyz. Exactement. Et donc là, tu connectes ton wallet, etc. Tu peux rentrer dans le process. Et en fait, là, en ce moment, je crois qu'il y a une promo où tu peux. C'est pas, je crois, non, mais c'est actif là. Je crois que ça se termine le 10 ou demain, le 11. Où ils te font rentrer dans une rafle pour gagner une Air Force One Murakami. Ah mais non, waouh, stylé ça. Voilà, c'est juste une promo entre guillemets pour faire connaître, parce que du coup tu crées un tweet, enfin tu dois faire un tweet pour dire que t'as minté, blablabla sur Faire. Et voilà, tu participes à ça. Donc hyper intéressant. Ouais, c'est smart comme marketing. Ouais. Et franchement, quand je suis tombé sur ça, franchement c'est hyper intéressant. J'aimais bien déjà le concept du Soulbound, qui est pas encore prêt aujourd'hui parce que il y a aussi des cons, tu vois, il n'y a pas que des pros. Et là, je trouvais que c'est une bonne alternative, on va dire, à mi-chemin, disons. En plus, voilà, backé par OpenSea, donc, tu vois, sur certains points où ils bloquent justement la revente de ces tokens, etc. Je trouve que c'est bien. Une valeur un peu plus personnelle, cool. quoi. Stylé, très cool. Je parle rapidement des Clonex, faut savoir qu'ils ont... Donc, c'est le projet qui appartient à Nike. Artefact, qui a été monté par Artefact, qui appartient à Nike. Et donc en fait ils ont juste certains traits de la collection, notamment l'ADN des Clonex a été bougé on-chain, donc maintenant c'est inscrit dans la blockchain que par exemple tu possèdes un humain ou un alien ou un démon, etc. Et ils ont teasé aussi le fait que ça peut être modifiable un jour avec l'accord de Artefact et du collectionneur. C'est des choses qui peuvent être amenées à être modifiées, améliorées, upgradées. Donc ils ont un espèce de processus qu'ils vont avoir à terme où tu vas avoir tes traits qui seront on-chain mais qui seront potentiellement modifiables.
D'accord. Très curieux de voir les conséquences de ça et de le voir en application pour voir ce que ça peut donner concrètement. Mais clairement, techniquement, les mecs, ils innovent un maximum et ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Mais c'est vrai que, pour faire juste une petite définition, quand on dit on-chain, c'est vraiment, ça reste sur la blockchain. Et en fait, certes, quand on fait une collection NFT, souvent, il y a des choses qui peuvent être off-chain sur des plateformes en dehors. Hein, et donc, du coup, ça peut être modifiable, en fait. Quand c'est en dehors, off-chain, ça peut être modifiable et personne ne peut le voir, surtout. Donc, quand tu mets on-chain... c'est centralisé, c'est Web 2, en fait. C'est juste ça. que c'est pas du tout inscrit dans la blockchain et c'est inscrit sur Internet, n'importe où. Exactement. En général, c'est compliqué de mettre des données on-chain parce que on-chain, ça veut dire que c'est sur le réseau Ethereum partagé et donc c'est des données qui doivent être vraiment très 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 légères pour pouvoir être inscrites, pour avoir la place d'être inscrite dans le registre de la blockchain de Ethereum. Les coûts et tout. Et donc tu peux pas tout mettre on-chain en fait. Il faut vraiment certaines informations très précises, mais voilà. LG ? Yes. LG les téléviseurs ? Yes. LG annoncé qu'ils allaient lancer une plateforme d'art numérique sur leur télé. En fait, ils vont créer une marketplace directement sur la télé. Ils se positionnent comme le concurrent d'OpenSea, encore une fois, sur ce truc. Mais par contre, sur un autre device. Donc en fait, ça permettrait aux personnes d'acheter des JPEG via la télé. Moi, je suis pas hyper convaincu parce que déjà, perso, la navigation aujourd'hui sur télé, c'est pas facile. Hein. Je préfère caster, par exemple, quand je lis un contenu, je préfère caster directement sur mon téléphone sélectionner sur mon téléphone et caster que d'aller faire vraiment tout le process sur la télé. Bref, en tout cas, ils sont en train de travailler dessus et je sais pas, hein, peut-être qu'ils ont une télécommande spécialement pour ça, etc. C'est assez simple leur process et ils veulent justement, il faut que tu possèdes. En fait, ils ont créé un wallet propre à LG qu'ils appellent Walipto. Et en fait, tu dois posséder des USDC donc, sur ton wallet et tu scannes ton QR code qui apparaît sur la télé en fait pour valider la transaction. Et voilà, en fait, du coup, ça, c'est juste le concept derrière ça, c'est que en fait, le NFT, ça devient pas juste un objet qui reste dans ton wallet que tu peux pas spécialement voir dans ta vie tous les jours. Aujourd'hui, là, ça rentre dans une exposition, si tu veux, d'art à domicile, chez etc. Toi, comme toute autre œuvre que tu peux avoir chez toi. Voilà, tu le mets sur ta télé, tu visualises, et donc ta télé qui est souvent sur écran noir parce qu'elle est pas allumée. Bah, tu peux aujourd'hui afficher ton NFT comme si c'était un tableau en fait. Ouais, ok, directement via la marketplace. Ok, fine. C'est plus dans ce sens-là en fait. C'est intéressant, mais à voir comment ils vont le développer. Ça va par la suite. Ça va peut-être pas révolutionner le milieu ou exploser, mais en tout cas, ça a le mérite d'apporter un truc un peu plus nouveau. Ouais. Okay. Et Samsung avait déjà annoncé l'intégration d'une plateforme de NFT. Ils en avaient déjà parlé l'année dernière en fait. Donc ils sont eux aussi en train de pencher sur le sujet, sachant que Samsung ils ont quand même une pénétration assez forte sur cette catégorie là. Ok. Et je vais skipper FIFA parce que là l'épisode il dure assez longtemps. On en parlera peut-être la semaine prochaine, mais voilà, juste pour FIFA aussi s'y met quoi. FIFA s'y met aussi. Mais je vais rentrer dans le détail la semaine prochaine. Il y a très peu de news dessus, mais j'en parlerai si j'ai le temps la semaine prochaine parce que on va pas faire un épisode de 2 heures. Non, même si ce serait avec grand plaisir. Hein. De toute façon, la semaine prochaine, on va parler du merge parce que ça va arriver entre cet épisode et l'épisode prochain. Ça va être chouette. C'est un épisode qui va arriver un peu plus tard que prévu. On a des week-ends assez busy, Devac et moi. Mais voilà, en tout cas, c'était cool de vous parler et de te parler, Devac. Merci pour tout. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Salut Paul. Salut. Ciao. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, donnez un avis sur la plateforme où vous l'écoutez. Ça vous prend littéralement 2 clics, mais ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais particulièrement Instagram et Twitter, où vous nous trouverez sous le nom @mintanddrink, MINTNDRINK. Allez, c'est tout pour moi, bonne journée.